6 juin 1944, les plages de Normandie à l'aube. Le vent salé fouettait le visage du sergent Henri Duval, tandis que les vagues sombres se brisaient contre la coque du LCA 472, un Landing Craft Assault qui tanguait violemment dans les eaux agitées de la Manche. Il était 5h30 et l'air vibrait déjà du grondement distant des bombardiers B-17 qui sillonnaient le ciel, leur moteur ronronnant comme un essaim furieux. Duval, un vétéran de 32 ans de la 3e division d'infanterie américaine, bien qu'il soit français d'origine, expatrié depuis l'invasion allemande de 1940, serrait la bretelle de son M1 Garand contre sa poitrine. Autour de lui, 32 hommes de sa section, trempés jusqu'aux os par la pluie fine qui tombait sans relâche, fixaient l'horizon obscur. Le radio crachotait des ordres intermittents. Omaha Beach approche. Résistance attendue. Restez groupés. Imaginez-vous là, serré entre ces parois métalliques rouillées, l'odeur de sel et de nausée se mélangeant à celle de l'huile de moteur. Vos bottes glissent sur le pont mouillé, et chaque vague qui heurte le bateau envoie une secousse qui remonte dans vos os. Duval jette un œil à son flanc. Le caporal Ellis, un gamin de Brooklyn à peine sorti de l'adolescence, blême comme un linge, marmonne une prière entre ses dents. « On va tous y passer, sergent », murmure-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le vacarme. Duval pose une main ferme sur son épaule. « Pas aujourd'hui, fiston. On est les premiers. On ouvre la voie. » Le LCA s'approche de la plage. Et soudain, le monde explose. Des obus de 90 mm allemands, tirés depuis les bunkers du mur de l'Atlantique, labourent l'eau autour d'eux. Une gerbe d'écume jaillit à tribord, projetant des éclats d'eau salée qui piquent comme des aiguilles. « À terre !» hurle le lieutenant Harper, l'officier en charge, un Texan sec comme un coup de trick qui brandit son Thompson, 45. Les rampes s'abaissent avec un grincement métallique et les hommes se ruent vers la plage, l'eau jusqu'aux genoux puis à la taille. Les balles traçantes zèbrent l'air, sifflant comme des vipères enragées. Duval sent le sol vaseux céder sous ses pieds alors qu'il patauge vers le sable, son casque M1 incliné pour dévier les éclaboussures. Omaha Beach est un cauchemar vivant. Des corps flottent déjà dans les vagues. Des parachutistes de la 82e division aéroportée tombaient plus tôt dans la nuit, leurs parachutes en soie blanche se mêlant aux débris. Au loin, les mitrailleuses MG-42 allemandes crachent leur feu nourri, un rythme infernal de 1200 coups par minute qui fauche les assaillants comme du blé mûr. Duval plonge derrière un obstacle tchèque, ses pieux en acier hérissés de mines Teller, et tire une rafale vers un nid de mitrailleuses perchées sur la falaise. « Couvrez-moi » crie-t-il à Ellis, qui, tremblant, ajuste son bar, la mitrailleuse légère Browning Automatic Rifle. Mais au milieu de ce chaos, un homme se distingue par son calme étrange. Le soldat de 2e classe, Pierre Laurent, un Français de 28 ans, intégré à la section après avoir fui la France occupée via l'Espagne. Laurent n'est pas un héros flamboyant. Il est le type qu'on oublie, le cuisinier adjoint qui répare les radios quand elles grillent et qui porte les munitions sans se plaindre. Ses yeux sombres, hérités d'un grand-père alsacien, scrutent la plage avec une précision chirurgicale. Il n'a pas de médaille et pas de grade élevé, juste un vieux Lebel 1886 qu'il a gardé de son service en 1939, modifié avec une baïonnette usée. Tandis que les autres hurlent et tirent à l'aveugle, Laurent rampe vers un cratère laissé par un obus naval du USS Texas, son sac à dos alourdi par des grenades MK2 et un poste radio SCR 536. Le sergent Duval l'aperçoit du coin de l'œil. « Laurent, qu'est-ce que tu fous là? Reste avec le groupe !» Mais Laurent ne répond pas. Il allume son poste, le chiptune grésille sous le bruit des explosions. Des voix en morse cliquettent, les codes de la résistance française transmis depuis un bunker allié à Portsmouth. « Objectif, Vierville !» murmure-t-il pour lui-même, ajustant l'antenne. Les Allemands de la 352e division d'infanterie tiennent les hauteurs avec leurs PAC 40 anti-chars et leurs mortiers de 80 mm. Une salve de roquettes Katyusha, lancées des destroyers alliés, illumine le ciel, mais elle tombe court,
creusant des trous inutiles dans le sable. Vous sentez la fumée âcre qui monte des corps calcinés, le goût du sang et de la sueur sur vos lèvres. Duval recharge son garant, éjectant un chargeur vide qui teinte sur les galets. 3 hommes de sa section gisent déjà immobiles. Ramirez, touché à la gorge par un éclat, Kowalski, la poitrine ouverte par une balle de MP40. « Poussez! Poussez vers les falaises !» ordonne Harper, mais sa voix se perd dans le fracas d'un char Panzer IV qui émerge d'une tranchée, son canon Kadureka 37 pivotant lentement vers eux. C'est alors que Laurent agit. Sans un mot, il se redresse légèrement, vise avec son Lebel vers un fil téléphonique tendu entre 2 bunkers d'EVN-62 et d'EVN-63. Un tir précis, un claquement sec, et la ligne se rompt, étincelant dans l'air humide. Les communications allemandes sont coupées pour ce secteur, un détail que personne n'a remarqué mais qui sème le doute dans les rangs ennemis. Un officier de la Wehrmacht, le lieutenant Klaus Weber, hurle dans son talkie-walkie défaillant. « Verdam, rapportez-vous !» Ces hommes hésitent, leurs tirs devenant sporadiques. Duval, accroupi à 10 mètres, sent un frisson. « Qu'est-ce que c'était ?» grogne-t-il, mais Laurent est déjà en mouvement, rampant vers un point mort entre les obstacles. Le soldat ignoré, celui que les officiers appellent « le muet », porte un secret. Des cartes volées à un espion de l'Abwehr, indiquant les faiblesses des défenses. Mais pour l'instant, la bataille fait rage, et personne ne sait que ces 5 minutes à venir pourraient tout changer. La pluie redouble, masquant les cris et les gémissements. Ellis tire une rafale, touchant un Allemand qui s'effondre, son casque tombant dans l'eau. Duval se relève, fusil à l'épaule. « Allez, les gars, on ne recule pas !» Mais au fond de lui, il sent que quelque chose bascule, un fil invisible tendu par un homme ordinaire au milieu de l'enfer. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Et tandis que les vagues continuent de charrier les débris de la nuit, Laurent ajuste son casque, son regard fixé sur la falaise. Qu'est-ce qui le pousse en avant vers ce bunker isolé? La réponse pourrait bien sceller le sort d'Omaha. L'approche silencieuse. La pluie martelait le sable comme une mitraille incessante, transformant Omaha Beach en un bourbier glissant où chaque pas menaçait d'engloutir un homme. Pierre Laurent rampait avec une détermination muette, son corps plat contre le sol, évitant les flaques rougies par le sang des camarades tombés. Le bunker, WN-62, se dressait à une centaine de mètres, une silhouette trapue de béton armé, hérissée de fentes pour les MG-42 et flanquée de barbelés rouillés. À l'intérieur, les Allemands de la 716e division statique, renforcés par des éléments de la 352e, rechargeaient fiévreusement leurs armes, ignorant que leur ligne vitale, le fil téléphonique, gisait sectionné dans la boue. Imaginez-vous à sa place, le cœur battant au rythme des explosions lointaines, le froid de l'eau de mer s'infiltrant dans vos vêtements trempés. Laurent serrait son lebel, le bois usé de la crosse imprégné de l'odeur de la poudre et de la sueur. Il n'était pas un commando entraîné comme ceux de la 2e division Ranger, juste un réfugié qui avait traversé les Pyrénées en 1941, évitant les patrouilles de la Gestapo pour rejoindre les Alliés à Alger. Son secret pesait plus lourd que les grenades dans son sac, une carte froissée, arrachée des mains d'un officier Abwehr capturé en Tunisie, marquant les galeries souterraines, reliant WN-62 à un dépôt de munitions près de Vierville. Si les Américains pouvaient percer là, les défenses s'effondreraient comme un château de cartes. Duval et sa section progressaient par bonds, utilisant les cratères des obus du destroyer USS Harding comme abri. « Laurent, reviens ici, bon sang !» grogna le sergent par-dessus le vacarme. Mais sa voix fut noyée par une rafale de mortiers Nebelwerfer qui laboura la plage, projetant des gerbes de sable et de membres. Ellis, le jeune caporal, vida son bar sur un groupe d'Allemands qui chargeaient depuis une tranchée, leurs casques Stahlhelm luisant sous la lumière grise de l'aube. 3 ennemis tombèrent, leur Moser Kar 98K crachant encore des flammes inutiles. « On les a eus !» hurla Ellis, un sourire fugace traversant son visage blême. Mais Duval le ramena à la réalité. « Garde tes yeux ouverts, gamin.
ce n'est pas fini. Laurent ignora l'appel. Il avait vu la carte dans sa tête comme un plan de bataille gravé, une entrée de service masquée par des pieux anti-chars Hedgehog menant à un tunnel où les munitions étaient stockées, des caisses de 88 mm et de grenades à main style handgranate. S'il pouvait y placer une charge, les 5 minutes suivantes pourraient désorganiser toute la ligne de défense. Le vent portait les cris en allemand. « Feuer, Richtete Schuss !» Un projecteur allemand balaya la plage, son faisceau jaune perçant la brume, et Laurent se figea, plaqué contre un obstacle belge, un hérisson de barre d'acier tordu. Le rayon passa à un cheveu de lui, illuminant un corps flottant. Un marin du LCA coulé, son gilet de sauvetage gonflé comme un ballon macabre. Plus loin, le lieutenant Harper coordonnait l'assaut depuis un entonnoir creusé par un obus de 14 pouces du croiseur USS Tuscaloosa. Section 2, flancher à droite. Appelez les navires pour un barrage sur Brevian 63, ordonna-t-il dans son talkie-walkie SCR-300, sa voix rauque éraillée par la fumée. Les réponses crépitaient. Les canonnières HMS Campbelltown et HMS Glengarnock ajustaient leurs tourelles de 4 pouces. Mais la visibilité était nulle et les obus tombaient courts, menaçant autant les alliés que les ennemis. Harper jura en texan pur. « Maudit nuage, on va devoir le faire à l'ancienne. » De Gusse le secret dans l'ombre. Laurent atteignit les abords du bunker, rampant sous le couvert des débris. Un jeep renversé, des caisses de rations K déchirées, un parachute emmêlé autour d'un pieu miné. Son souffle était court, régulé par des années de traque en France occupée, où il avait aidé la résistance à saboter des voies ferrées pour le réseau Buckmaster. La carte indiquait une grille d'aération, camouflée par de la mousse et du sable, à 10 mètres de la base du bunker. Il la repéra, un rectangle irrégulier sous les barbelés. Mais un factionnaire allemand, un grenadier de 19 ans nommé Hans Müller, patrouillait là, son MP-40 ballottant contre sa hanche, les yeux scrutant la plage comme un faucon. Vous sentez la tension monter, n'est-ce pas? Le tic-tac d'une montre invisible dans votre tête, chaque seconde comptant comme une balle dans le chargeur. Laurent sortit une grenade Mills de son ceinturon, la lame de son couteau tricot pour couper les fils. Müller s'approcha, allumant une cigarette trempée qui crépita futilement. « Was zur Hölle ist das ?» marmonna-t-il, entendant un bruit, le glissement d'une botte dans la boue. Laurent bondit, silencieux comme une ombre, sa baïonnette s'enfonçant dans le cou du jeune soldat avant qu'il ne puisse crier. Le corps s'affaissa sans un bruit, les yeux écarquillés fixant le ciel plombé. Laurent traîna le cadavre derrière un rocher, s'emparant de l'MP-40 pour son chargeur supplémentaire. À l'intérieur du bunker, le lieutenant Klaus Weber arpentait la pièce étroite, éclairée par une unique ampoule qui oscillait au rythme des tirs. « Les lignes sont coupées, envoyez un estafette à Vierville !» aboya-t-il à son radio-opérateur, un Unteroffizier qui manipulait frénétiquement un poste Fugé 5. Les murs tremblaient sous les impacts des obus alliés, poussière et plâtre tombant en cascade. Weber, un vétéran de Stalingrad, sentait l'angoisse monter. Sans communication, ses PAC 40 ne pourraient ne pas coordonner avec les chars Panzer IV en réserve. « Halte die Stellung !» ordonna-t-il, mais ces hommes, un mélange de recrues du Reichsarbeitsdienst et de soldats aguerris, échangeaient des regards nerveux. Dehors, Laurent força la grille, ses doigts écorchés saignant sur le métal rouillé. L'entrée du tunnel était étroite, un boyau humide puant la moisissure et la cordite. Il alluma une torche électrique de poche, son faisceau révélant des caisses empilées, munitions pour les 75 mm PAC 40, boîte de cartouches 7, 92, 557 mm. Il plaça 2 grenades MK2 reliées par un détonateur à retardement. 5 minutes, pas plus. Assez pour que lui et les autres s'éloignent, mais pas pour alerter les occupants du bunker avant l'explosion. « Pour la France !» murmura-t-il, sa voix un souffle dans l'obscurité, pensant à sa sœur disparue à Paris sous les rafles de 1942. La fusion des fronts du Val,
Sentant que quelque chose clochait avec l'absence de Laurent, ordonna à Ellis de couvrir son avance. « On pousse vers le bunker. Si on prend WN62, la plage est à nous. » Les deux hommes sprintèrent, zigzagant entre les mines S et les corps. Une balle siffla près de l'oreille de Duval, ricochant sur son casque M1 avec un clang métallique. Il riposta, son garant aboyant un tir qui toucha un sniper embusqué dans les falaises, le corps dégringolant comme une poupée de chiffon. Harper, depuis son poste, vit l'opportunité. Tous les feux sur le bunker. Les mitrailleuses alliées, des de 30 Browning sur les jeeps amphibies DUKW, crachèrent leur plomb, forçant les servants allemands à se terrer. Mais Weber riposta. Un obus de 90 mm des flaques jaillit de la fente, pulvérisant un groupe de la 116e régiment d'infanterie, envoyant des éclats qui fauchèrent deux hommes. Le chaos culminait, les cris se mêlant aux détonations, l'air chargé d'une fumée âcre qui piquait les yeux et les poumons. Laurent émergea du tunnel, rampant en arrière, son détonateur amorcé. Il rejoignit Duval juste à temps, haletant. « Sergent, les munitions. 5 minutes. » Duval le fixa, comprenant enfin. « Bon sang, Laurent, qu'est-ce que... » Mais pas le temps pour les questions. Les deux sections convergèrent. Ellis tirant des rafales couvrantes, tandis que les premiers Rangers escaladèrent les falaises avec des grappins et des cordes. Le bunker trembla légèrement. Le compte à rebours avait commencé. Weber hurla des ordres inutiles, ses hommes hésitant sans renfort. Sur la plage, les survivants de la première division d'infanterie sentaient le vent tourner. Laurent, couvert de boue et de sang, rechargea son lebel, son regard fixé sur l'horizon. Ces 5 minutes suspendues pourraient briser l'acier du mur de l'Atlantique, mais le prix à payer montait encore. Une ombre de Panzer approchait, son ronronnement diesel perçant la pluie. Qu'allait-il se passer quand l'explosion frapperait? L'explosion qui ébranle les falaises. Les secondes s'étiraient comme des élastiques tendus à se rompre, tandis que la pluie continuait de fouetter la plage d'Omaha, transformant le sable en une pâte collante qui aspirait les bottes comme des sables mouvants. Pierre Laurent, accroupi aux côtés du sergent Duval, sentait son pouls marteler ses tempes, synchronisé avec le tic-tac invisible du détonateur niché dans les entrailles du bunker WN62. 5 minutes, c'était tout ce qu'il avait accordé à la destruction, un pari désespéré inspiré des sabotages de la résistance, où une seconde de trop signifiait la capture, et une de moins, l'échec. Autour d'eux, les survivants de la section se terraient derrière des débris fumants. Un Half-Track M3 renversé, ses chenilles figées dans la boue, et des caisses de munitions alliées éventrées, répandant des bandes de cartouches. 30-06 sur le sol. Duval, le visage barbouillé de terre et de sueur, posa une main sur l'épaule de Laurent. « Tu es sûr de ça, Français? Si ça rate, on est tous morts. » Laurent hocha la tête sans un mot, ses yeux sombres fixés sur la masse grise du bunker, où les flammes des MG42 crachaient encore sporadiquement, balayant la plage comme des fossiles de feu. Vous imaginez la sueur coulant le long de votre nuque, mélangeant sel et peur, tandis que l'air vibre d'un bourdonnement sourd, le Panzer IV qui émergeait des dunes, son moteur Maybach HL 120 rugissant comme une bête affamée, ses chenilles broyant les pieux antichars dans un craquement métallique. Le char, un Ausf H de la 352e division, pivotait son canon Kavallerika 37 de 75 mm vers la section, ignorant pour l'instant la menace souterraine qui couvait. Soudain, le monde se déchaîna. Une détonation sourde, étouffée par les murs de béton, fit trembler la falaise entière. Le bunker WN62 vomit une gerbe de flammes et de débris. Des plaques de béton projetées comme des shrapnels géants, des caisses de munitions explosant en chaîne, illuminant l'aube d'un éclat orange infernal. Les obus de 90 mm stockés dedans détonèrent les uns après les autres. Un feu d'artifice macabre qui envoya des éclats incandescents s'abattre sur la plage, fauchant les servants allemands qui fuyaient par les issues de secours.
Mon Dieu! Hurla Ellis, le caporal, se jetant à plat ventre alors qu'une pluie de ferraille sifflait au-dessus de sa tête, perçant un obstacle tchèque à proximité et y déclenchant une mine Teller qui pulvérisa un groupe d'Allemands en déroute. Le lieutenant Harper, depuis son entonnoir, bondit sur ses pieds, son Thompson, 45 à la main. C'est notre chance. Chargez le bunker, appelez les Rangers pour le flanc gauche. Sa voix tonna par-dessus le chaos, relayée par les talkies-walkies SCR 300 qui crépitaient comme des feux follets. Les hommes de la 116e régiment d'infanterie, galvanisés, se ruèrent en avant, leur M1 Garand et quart, aboyant en rafales coordonnées. Duval attrapa Laurent par le col. « Avec moi, on nettoie l'intérieur !» Ils sprintèrent, zigzagant entre les corps calcinés, des grenadiers de la Wehrmacht, leurs uniformes Feldgrau noircis, gisant dans des postures tordues, leur Mauser Car 98K encore fumant. Le nettoyage sanglant. À l'intérieur du bunker, l'enfer régnait. Le lieutenant Klaus Weber, assourdi par l'explosion, titubait au milieu des décombres, du sang coulant d'une entaille à son front. L'ampoule pendante s'était éteinte, plongeant la pièce dans une pénombre chargée de poussière et d'odeurs de cordite brûlée. Ces hommes, paniqués, tentaient de ranimer une MG-42 renversée, ses canons tordus par la chaleur. « Rassemblez-vous, défendez la position !» beugla Weber, arrachant un MP-40 des mains d'un mort pour riposter. Mais les Alliés étaient déjà là. Duval enfonça la porte blindée d'un coup d'épaule, suivi de Laurent et Ellis. Leur grenade MK2 prête à être lancée. La fusillade éclata dans l'étroitesse des couloirs, un balai mortel de flash et d'écho. Ellis vida son bar, la mitrailleuse légère crachant ses 20 cartouches en une seconde, et fauchant 2 unterofficiers qui chargeaient avec des baïonnettes fixées. « Prends ça, sale boche !» grogna-t-il, sa voix chevrotante trahissant la terreur sous la rage. Laurent, plus méthodique, visa avec son Lebel modifié, un tir précis touchant Weber à l'épaule, le faisant reculer contre un mur fissuré. Le lieutenant allemand riposta, une rafale de MP-40 zébrant l'air, éraflant le bras de Duval qui jura en français « Espèce de chien !» Il riposta avec son Garand, le 30-06 perforant la poitrine de Weber qui s'effondra, gargouillant un dernier ordre inaudible. Vous sentez l'adrénaline vous submerger, n'est-ce pas ? Le confinement oppressant du bunker, l'air vicié par la fumée et le sang, chaque coin d'ombre cachant une menace. Laurent avança, son couteau tricot dégainé, achevant un blessé qui rampait vers une grenade style hand-granate. « C'est fini ici !» murmura-t-il, sa voix calme contrastant avec le chaos extérieur. Ils sécurisèrent la pièce principale, des cartes étalées sur une table, marquant les positions des PAC 40 et des mortiers de 80 mm le long de la côte. Un poste radio Fugé 5 détruit, ses tubes cathodiques éclatés. Duval s'empara des documents. Bonne pêche, Laurent, ça va faire pencher la balance. Dehors, les Rangers de la 2e division, menés par le lieutenant-colonel James Rudder, escaladaient les falaises avec leurs échelles de corde et grappins profitant du désordre. Les obus du destroyer USS Satterlee pleuvaient maintenant avec précision, silençant les nids de mitrailleuses adjacents. Mais la victoire était fragile. Le Panzer IV, alerté par l'explosion, accélérait, son blindage de 80 mm luisant sous la pluie, le tourelleur ajustant son viseur ZF1 sur la section exposée. La charge du char. Le ronronnement du diesel Maybach s'amplifia, faisant vibrer le sol comme un tremblement de terre naissant. Le Panzer, commandé par un Oberfeldwebel prussien nommé Otto Brandt, pivota son canon vers le bunker fraîchement conquis, ignorant les débris fumants qui jonchaient son chemin. « Feu air !» ordonna Brandt dans l'habitacle confiné, où l'odeur d'huile et de sueur régnait. L'obus de 64 mm jaillit avec un fracas assourdissant, percutant le flanc du bunker et arrachant une section de mur, projetant Duval et ses hommes au sol dans un nuage de poussière. Ellis, sonné, se releva en crachant du sable. « Le char, il vient droit sur nous !» hurla-t-il, attrapant un bazooka M11 abandonné par un ranger tombé. Laurent, plus vif, repéra une opportunité.
Les cartes volées indiquaient un point faible, une tourelle latérale vulnérable aux charges anti-chars. « Sergent, couvrez-moi, j'ai une idée !» Duval, le bras ensanglanté, hocha la tête. « Fais vite, ou on est en charcuterie !» Les deux hommes rampèrent sous le feu nourri du char, qui mitraillait avec sa MG-34 coaxiale, les balles traçantes labourant la plage. Harper coordonnait depuis l'arrière. « Destroyers, visez ce tank, coordonnées WN-62 est !» Les canons de 5 pouces du USS Karmic tonnèrent, mais les obus passèrent au-dessus, éclatant dans les dunes et forçant les Allemands en retraite à se terrer. Laurent atteignit un fossé de drainage, près de la chenille droite du Panzer. Il sortit une grenade à main anti-char Gamon, un sac de plastique explosif enveloppé de toile, et la cala contre le blindage inférieur, amorçant la mèche. Le char s'arrêta net, le chargeur sortant pour inspecter. « Wassistas » marmonna un soldat. Mais Laurent était déjà en position. La grenade explosa dans un flash aveuglant, déchirant la chenille et immobilisant le monstre d'acier. Brandt, éjecté par l'impact, rampa hors de l'écoutille, seulement pour être abattu par une rafale d'hélice. Le Panzer, fumant et impuissant, devint un tombeau pour son équipage, les flammes léchant le métal chauffé à blanc. Duval se releva, haletant, et tapa l'épaule de Laurent. « 5 minutes, et tu as sauvé la section, peut-être la plage entière. » Mais Laurent secoua la tête, son regard se tournant vers l'intérieur des terres, où d'autres bunkers, WN-64 et au-delà, crachaient encore leur venin. La bataille n'était pas gagnée. Les renforts allemands de la 21e Panzerdivision approchaient par les routes de Vierville. Leur moteur diesel portant l'écho d'une contre-attaque imminente. Combien de temps avant que le mur de l'Atlantique ne se referme? Les renforts de Vierville. La fumée du Panzer incendié s'élevait en volutes noires, se mêlant à la brume persistante qui enveloppait Omaha Beach comme un linceul humide. Pierre Laurent, le souffle encore court après avoir calé la grenade Gamon, se releva lentement, son lebel serré contre lui comme un talisman usé. Le char gisait sur le flanc, ses chenilles tordues, et son blindage éventré, crachant des flammes, qui illuminaient les visages barbouillés de la section de Duval. Le sergent, le bras bandé à la va-vite avec un lambeau de chemise, balaya du regard la plage jonchée de débris. Corps inertes des deux camps, obus non explosés des destroyers alliés et les vagues qui léchaient inlassablement les obstacles submergés. « Bien joué, Laurent !» grogna-t-il, sa voix rauque perçant le crépitement des flammes. « Mais écoute ça, on n'est pas sorti de l'auberge. » Au loin, le grondement des moteurs diesel se fit entendre, un ronronnement menaçant qui vibrait dans la poitrine comme un avertissement primal. Les renforts de la 21e Panzerdivision, alertés par les explosions, surgissaient des routes étroites menant à Vierville-sur-Mer. Une colonne de half-track SD-KFZ 251, escortée par des autocanons STUG-3 OSF. G, leurs chenilles labourant la boue des champs bocagés. Imaginez-vous là le cœur serré par cette marée d'acier approchant, l'odeur âcre de l'huile brûlée se mêlant à celle du sang frais sur le sable. Duval attrapa son talkie-walkie SCR 536, le chiptune grésillant sous la pluie. « Harper, renfort Boches en vue, besoin d'appui naval, vite !» La réponse du lieutenant crépita. « Tenez bon, les P-47 Thunderbolt sont en route depuis l'Angleterre, mais ça prendra 10 minutes. Nettoyer la plage. » Ellis, le jeune caporal, rechargeait son bar avec des mains tremblantes, ses yeux écarquillés fixés sur l'horizon où les silhouettes sombres des véhicules allemands émergèrent de la brume. « Sergent, ils sont trop nombreux, on va se faire balayer !» Un obus de mortier 81 mm s'abattit à proximité, creusant un cratère qui engloutit un soldat de la 116e infanterie, son cri étouffé par l'explosion. Laurent, lui, ne paniquait pas. Sa carte volée, cette précieuse relique arrachée à l'Abwehr, indiquait un goulet d'étranglement, une route étroite bordée de haies épaisses, idéale pour une embuscade. 5 minutes. Encore 5 minutes pour inverser le flux en utilisant les galeries souterraines qu'il avait repérées plus tôt, reliant le bunker à un fossé anti-char près de Vierville.
Ebeugel, l'embuscade dans les bocages. La section se replia vers les falaises basses, utilisant les décombres du WN-62 comme couverture. Laurent guida Duval à travers un boyau effondré, un tunnel de service que l'explosion avait partiellement ouvert, puant la terre humide et la poudre. « Par ici, sergent. Les Boches passeront par la D517. On peut les coincer au pont. » Duval hésita une seconde, puis hocha la tête. « D'accord, Français, mais si c'est un piège, c'est toi qui y passes en premier. » Ils émergèrent dans un champ ceint de haies, ces murets de terre et de ronces qui faisaient la force des défenses normandes. Les Halftrack allemands, des Hanomag pour les GI, approchaient, leurs mitrailleuses MG-42 montées sur affût pivotant, transportant une compagnie de grenadiers Panzergrenadiers armés de STG-44 et de Panzerfaust. Vous sentez la boue s'accrocher à vos bottes, n'est-ce pas? Chaque pas un effort, le vent portant les ordres en allemand. Vorwärts, schnell! Laurent s'embusquait derrière une haie, son MP-40 volé à Müller calé contre l'épaule. Il avait 5 minutes avant que la colonne ne franchisse le pont sur la petite rivière aux ailes, un point vulnérable marqué sur sa carte. Duval plaça Hélice et 2 autres hommes avec des bazookas M9, leurs tubes de 60 mm pointés vers la route. « Attendez mon signal !» murmura Laurent, son accent français teinté d'alsacien trahissant ses origines. Le premier Halftrack apparut, ses phares perçant la brume, suivi d'un Stug-3 dont le canon de 75 mm balayait les environs. La tension était palpable, comme un ressort comprimé prêt à se libérer. Un officier allemand, un lieutenant dans un sidecar BMW R75 ouvrait la marche, son casque enveloppé de camouflage. Laurent visa, son doigt effleurant la détente. 3, 2, 1. La rafale partit, touchant le conducteur du sidecar qui dérapa dans le fossé, bloquant partiellement la route. « Feuer !» hurla Duval et l'embuscade éclata. Les bazookas tonnèrent, un obus perforant le flanc du premier half-track, l'explosion envoyant des flammes lécher les grenadiers qui sautaient au sol, leurs uniformes en feu. Hélice, galvanisé, vida son bar sur les survivants, fauchant 3 hommes qui chargeaient avec des MP-40. Le Stug pivota, son canon crachant un obus qui pulvérisa une haie à 10 mètres, projetant des mottes de terre sur Laurent. Il roula sur le côté, ripostant avec l'MP-40, une rafale courte touchant le touilleur exposé dans la trappe. Le véhicule s'embourba légèrement dans le fossé creusé par le sidecar, ses chenilles patinant dans la boue détrempée. « Poussez! Utilisez les Panzerfaust !» cria un sous-officier allemand. Mais les Panzergrenadiers hésitaient, pris au dépourvu par cette résistance inattendue. Duval rechargea son garand, abattant un grenadier qui visait Hélice d'un Panzerfaust, le projectile filant dans le vide et explosant contre un arbre. Ebeugel, le chaos des 5 minutes. Ces 5 minutes devinrent un tourbillon de feu et de cris. Laurent, rampant le long de la haie, atteignit le pont. Un tablier de bois renforcé pour les chars, mais vulnérable aux charges. Il sortit une dernière grenade MK2, la calant sous une poutre maîtresse, amorçant le détonateur. « Sergent, reculez tous !» hurla-t-il, sa voix enfin brisée par l'urgence. Duval obéit, traînant Hélice par le col, tandis que les derniers half-track freinaient, leur servant arrosant les haies de balles traçantes qui zébraient l'air comme des éclairs verts. L'explosion secoua le pont, les planches volant en éclats, isolant la colonne allemande dans le goulet. 2 Stug tentèrent de forcer le passage, mais un tir chanceux d'Hélice toucha un réservoir de carburant, transformant le véhicule en boule de feu. Les survivants, une trentaine de grenadiers, se dispersèrent dans les champs, mais sans coordination, leurs contre-attaques se muèrent en retraite désordonnée. Weber, ou ce qu'il en restait dans les esprits, avait été le pivot. Maintenant, sans lui, la 21e Panzer peinait à reformer ses lignes. Harper, arrivant avec des renforts de la 16e régiment de combat, vit la scène depuis la plage. « Par le diable, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il à Duval, qui pointa Laurent du pouce. « Ce type, encore lui, 5 minutes, lieutenant, et il a bloqué toute leur avance. »
Laurent, couvert de boue et d'égratignures, rangea sa carte froissée dans sa poche, pensant au village normand qu'il avait juré de libérer. Mais l'aube se levait pleinement maintenant, révélant d'autres menaces. Des batteries côtières, à Colleville-sur-Mer, crachaient encore, et les parachutistes de la 101e aéroportée luttaient dans l'intérieur des terres. Duval tapa l'épaule de Laurent. « Tu n'es plus ignoré, Français, mais la guerre ne s'arrête pas là. » Et tandis que les P-47 survolaient enfin la côte, leurs mitrailleuses, 50 calibres tonnant sur les positions allemandes, un nouveau grondement se fit entendre au loin. Des canons lourds de la 351e division, prêts à contre-attaquer. Combien de temps avant que les Alliés ne consolident Omaha? Laurent le savait. Les prochaines heures scelleraient tout. La consolidation, sous le feu. Le soleil perçait enfin à travers les nuages bas, jetant une lumière pâle et impitoyable sur Omaha Beach, où la fumée des explosions persistait comme un voile fantomatique. Pierre Laurent s'appuyait contre une haie déchirée, son MP40 encore chaud contre sa cuisse, tandis que les échos de l'embuscade s'estompaient dans le bourdonnement des P-47 Thunderbolt qui rasaient la côte. Les avions, venus de leur base en Angleterre, avec des réservoirs externes de 75 gallons, larguaient leurs bombes de 500 livres sur les batteries allemandes restantes, leurs sirènes hurlantes précédant les détonations qui faisaient trembler la terre. Duval, à ses côtés, essuyait le sang de son bras avec un chiffon sale, son regard scrutant l'horizon où les restes de la colonne de la 21e Panzerdivision fuyaient vers les bocages, laissant derrière eux des carcasses fumantes de CDKFZ, 251 et de Stu 3. « On a gagné du temps, Français », murmura Duval, sa voix éraillée par la poussière et la fatigue. « Mais ces 5 minutes, elles pourraient bien être le tournant. » Laurent hocha la tête, froissant la carte de l'Abwehr dans sa poche, un artefact qui avait déjà révélé 2 dépôts de munitions et un réseau de tranchées reliant Vierville à Colleville. Imaginez-vous là, adossé à cette barrière de ronces, le corps endolori par les rampements et les chutes, l'odeur de caoutchouc brûlé des chenilles ennemies imprégnant l'air. Ellis, le caporal, s'approcha en boitant, son bar pendant mollement. « Sergent, les Rangers signalent que WN-64 est en vue, mais les Boches se regroupent. On a besoin de renforts pour tenir la crête. » Le lieutenant Harper arriva au pas de charge, flanqué d'une escouade de la 16e régiment de combat, leur M1 carbine à l'épaule et des caisses de munitions. 30-06 traînaient sur des traîneaux improvisés. « Duval, rapport !» aboya-t-il, son casque incliné révélant un front barré de sueur. Duval désigna Laurent d'un geste. « Ce type a bloqué leur avance au pont. Explosif, embuscade, 5 minutes chrono et la 21e est en miettes. Mais regardez là-haut. » Il pointa les falaises où des éclats de MG-42 sporadiques zébraient encore l'air, provenant d'un bunker adjacent, le WN-65, renforcé par des canons PAK-40 de 75 mm qui couvraient la route côtière. Harper jura. « Parfait, on consolide la plage d'abord. Laurent, tu restes avec nous. Tes cartes pourraient sauver plus de vies. » Les hommes se mirent au travail sous le crépitement intermittent des tirs. Des bulldozers D8, débarqués des LST, Landing Ship Tank, ronronnaient pour dégager les obstacles, pieux Hembalken minés et hérissons tchèques qui entravaient l'arrivée des Sherman DD amphibies. Laurent aida à déminer un champ, utilisant son expérience de la résistance pour repérer les fils des S-mines, ces poireaux sautants qui propulsaient des billes d'acier à hauteur d'homme. Un faux pas d'un ingénieur fit sauter une Teller mine à proximité, projetant une gerbe de sable qui enterra un DUKW à moitié, son conducteur éjecté dans l'eau peu profonde. « Attention !» cria Laurent, tirant l'homme par son gilet de sauvetage, évitant une seconde explosion. Duval observa la scène, un respect nouveau dans les yeux. « Tu n'es pas juste un cuisinier, hein ? Le 2G cage, la reconnaissance dans le chaos. »
tandis que les premiers chars Sherman M4 émergeaient des vagues, leurs canons de 70 mm pivotant nerveusement. Un officier supérieur, le major John Kelly de la 1e division d'infanterie, descendit d'un LCVP, son uniforme impeccable contrastant avec le bourbier ambiant. Il avait été briefé par radio sur l'explosion du WVN-62, un événement qui avait créé une brèche inattendue dans les défenses de la 350e division. « Qui est responsable de ça ?» demanda-t-il, sa voix coupant le bruit des moteurs Liberty des Sherman qui toussaient en atteignant le rivage. Harper pointa Laurent, qui se redressait, couvert de boue de la tête aux pieds. « Soldat de 2e classe, Pierre Laurent, monsieur. Il a saboté les munitions et bloqué les renforts. Sans lui, on serait encore coincé sur la plage. » Kelly s'approcha, examinant Laurent comme un puzzle. « Français? Intégré comment ?» Laurent répondit d'une voix calme, son accent roulant les R. « Via l'Espagne, monsieur. Résistance. J'ai des cartes. » Il sortit le document froissé, étalant sur un capot de Jeep les schémas des galeries souterraines et des positions d'artillerie. Le major plissa les yeux. « Ça change tout. Si on frappe ici, » il tapota un poing près de Colville. « On coupe leur retraite. Promotion sur le champ. Caporal. Et un rapport au QG pour la croix de guerre. » Laurent cligna des yeux, surpris. Pour la première fois, l'ignoré était vu, mais il secoua la tête intérieurement. Les médailles ne ramèneraient pas sa sœur, ni les villages rasés par les SS, mais la reconnaissance fut de courte durée. Un grondement sourd annonça la contre-attaque, des batteries de Nebelwerfer, orgues de Staline. Bien que allemandes, surnommées ainsi pour leur hurlement, s'allumèrent depuis les hauteurs de Pointe du Hoc, lançant des roquettes de 151 mm qui arrosèrent la plage en un barrage hurlant. Les impacts creusèrent des entonnoirs fumants, un Sherman touché explosant en une boule de feu, son équipage sautant des écoutilles en flammes. « À couvert !» hurla Duval, poussant Laurent derrière un mur de sacs de sable improvisés. « Vous sentez les ondes de choc vous secouer les os, n'est-ce pas ?» Le sifflement des roquettes comme un cœur démoniaque, l'air chargé de phosphore qui brûlait la peau. Hélice riposta avec son bar, traçant des lignes de feu vers les lance-roquettes, mais une roquette frappa près, projetant des éclats qui entaillèrent sa jambe. « Ah, sergent !» gémit-il, tombant à genoux. Laurent le traîna à l'abri, appliquant un garrot avec sa ceinture. « Tiens bon, les médics arrivent. » Harper coordonnait frénétiquement. « Artillerie de marine, visez les Nebelwerfer, coordonnées 49-21 Nord. » Les croiseurs USS Augusta et HMS Belfast répondirent, leurs canons de 8 pouces tonnant, silençant 2 batteries, mais pas avant que la section ne perde 3 hommes, des ingénieurs fauchés en pleine pause de pont, Bailey pour les renforts, la menace des hauteurs. Laurent, promu mais toujours en première ligne, repéra sur sa carte un sentier escarpé menant aux falaises, un chemin de chèvre utilisé par les locaux pour contourner les bunkers. « Sergent, par là, on peut flanquer les roquettes. » Duval acquiesça, rassemblant une petite équipe. Hélice pensait, 2 Rangers avec des Thompson, 45, et un bazooka M9 chargé d'obus M6A3 anti-char. Ils rampèrent le long du sentier, évitant les patrouilles allemandes, des éclaireurs de la 705e division, armés de FG-42 parachutistes qui fouillaient les décombres. Le vent salé portait les cris des blessés sur la plage, un fond sonore à leur avance silencieuse. Au sommet, ils tombèrent sur un nid de Nebelwerfer, 6 tubes montés sur châssis, servis par une douzaine de soldats de la Wehrmacht, leurs casques camouflés de filets. Un unterofficier beuglait des ordres. « Nachladen, Schnell !» Laurent visa le premier, son MP40 crachant une rafale qui abattit l'officier. « Feuer !» cria Duval, et le bazooka tonna, l'obus perforant un tube et déclenchant une explosion en chaîne qui illumina la falaise. Les Allemands ripostèrent, des grenades à manches filant vers eux, mais les Rangers les fauchèrent au corps à corps, baïonnette contre MP40 dans un mêlée sanglante. 5 minutes encore, le temps pour sécuriser la position, saboter les lance-roquettes restants avec des charges de C2 et signaler la brèche par radio.
Plage sécurisée au secteur 7, transmis Harper au QG allié à bord du USS Hong Kong. En bas, les Sherman avançaient enfin, leurs chenilles broyant les barbelés, tandis que les parachutistes de la 82e aéroportée liaient les fronts intérieurs. Mais Laurent, essuyant le sang d'un ranger touché, savait que la bataille d'Omaha n'était pas finie. Des rapports radio parlaient de contre-attaques massives de la 12e SS Panzer, sous le général Sepp Dietrich, massé près de Caen. La nuit tombait, et avec elle, l'ombre d'une guerre qui réclamait plus que 5 minutes pour être vaincue. Qu'allait-il se passer quand les renforts alliés afflueraient et que Laurent affronterait son passé dans les ruines normandes? L'aube d'une victoire fragile. La nuit enveloppait Omaha Beach d'un manteau d'ombre épais, percé seulement par les lueurs intermittentes des fusées éclairantes et des incendies qui couvaient encore dans les décombres. Pierre Laurent, le nouveau caporal fraîchement promu, s'agenouillait près du corps d'un ranger, appliquant un bandage de fortune sur une plaie au ventre, tandis que le vent froid de la Manche portait les gémissements des blessés jusqu'aux médics de la première division d'infanterie. Les P-47 Thunderbolt, leurs moteurs Pratt & Whitney rugissant dans le ciel, avaient imposé une pause aux contre-attaques allemandes. Leurs mitrailleuses Browning M2 de calibre 50 semant le chaos parmi les positions de la 12e SS Panzer Division, massée près de Caen. Mais Laurent savait que ces 5 minutes d'embuscade au pont n'avaient fait que retarder l'inévitable. Les bocages normands, ces labyrinthes de haies et de fossés, abritaient encore des milliers d'hommes de la Wehrmacht, prêts à refermer l'étau. Duval, accroupi à ses côtés, rechargeait son M1 Garand avec un chargeur en bandoulière, ses doigts noirs de terre glissant sur les cartouches. 30-06. Tu as entendu les transmissions? Les Anglais ont percé à Sword Beach et les Canadiens poussent à Juneau. Mais ici, sur Omaha, c'est nous qui tenons la ligne. Sa voix, un murmure rauque pour ne pas alerter les patrouilles ennemies, trahissait l'épuisement d'un vétéran qui avait vu trop de plages comme celle-ci, Anzio, Salerne. Ellis, la jambe pansée, serrait son bar contre lui, comme un enfant son ours en peluche, ses yeux scrutant l'obscurité ou un hurlement lointain. Un Nebelwerfer résiduel fendait l'air avant d'exploser dans les dunes. Et si les SS arrivent avant l'aube, c'est type de la Leibstandart. Ils ne font pas de prisonniers. Imaginez-vous là, dans cette nuit poisseuse, le goût métallique du sang et de la pluie sur les lèvres, le sol froid s'infiltrant à travers vos vêtements trempés. Laurent rangea sa carte de l'Abwehr, froissée mais intacte, et se releva. Son MP40 pendant mollement. Il avait fui la France pour ça, non pour les médailles, mais pour briser le joug qui avait emporté sa sœur dans les fours d'Auschwitz. « On bouge », dit-il simplement, guidant la petite équipe le long d'un sentier escarpé vers Colville-sur-Mer, où les batteries côtières de la 352e division crachaient encore leurs obus de 105 mm vers la flotte alliée au large. De Jules. Les ombres de Caen. Au cœur des bocages, les half-track M3 de la 16e régiment de combat cahotaient sur les routes boueuses, leurs phares masqués pour éviter les snipers. Le major John Kelly, briefé sur les exploits de Laurent, avait ordonné une reconnaissance nocturne, infiltrer les lignes pour saboter un dépôt de carburant indiqué sur la carte volée, un bidonville de jerrycans et de camions Opel Blitz cachés près d'un château en ruine. Laurent menait son expérience de la résistance, sabotage de train pour le SOE, le rendant invisible dans l'ombre. Duval couvrait l'arrière, son Thompson, 45 près, tandis qu'Ellis et 2 rangers suivaient, leurs bottes s'enfonçant dans la terre meuble. Soudain, un craquement, une patrouille de la 12e SS, des adolescents fanatisés en uniforme noir, émergea d'une haie, leur FG-42 automatique balayant l'air. « Halt, Werda !» aboya un SS Unterscharführer, son accent bavarois tranchant la nuit. Laurent réagit en un éclair, une rafale de MP40 fauchant le chef, le corps s'effondrant dans un buisson de ronces.
La fusillade éclata, brève et féroce. Hélice arrosa de son bar, touchant 2 SS qui ripostaient avec des grenades à manche, l'une explosant près d'un ranger qui hurla, son bras arraché par les éclats. Duval jura, vidant son chargeur. Pour l'Amérique, les salauds. Les survivants allemands fuirent, laissant derrière eux des cartes et un talkie-walkie Fugé 16 qui crépitait des ordres de retraite. Ces 5 minutes dans les bocages scellèrent le sort du dépôt. Laurent planta des charges de C2 sur les camions, le détonateur synchrone avec les explosions qui illuminèrent l'horizon comme un faux lever de soleil. Les flammes consumèrent 50 000 litres de carburant, privant les panzergrenadiers de mobilité pour des heures cruciales. Kelly, alerté par radio, transmit au général Omar Bradley à bord du USS Augusta: brèche confirmée à Omaha, soldat Laurent pivotal, poussez les Sherman. J'ai dû le prix de l'héroïsme. L'aube du 7 juin se leva sur une plage transformée. Les LST déversaient des vagues de renforts. La 29e division d'infanterie, des Jeeps Willis et des canons de 105 mm tractés par des garages M29 Weasels. Laurent, épuisé, observait depuis une crête, son épaule blessée bandée par un médic. Duval s'approcha, une cigarette Lucky Strike aux lèvres. « Tu sais, Français, 105 minutes au bunker, on serait encore à ramer dans l'eau. Les officiers parlent de toi maintenant, rapport au chef pour la Distinguished Service Cross. » Laurent haussa les épaules, son regard perdu vers les ruines de Vierville, où des civils normands émergeaient, hagards, des caves bombardées. C'est pour eux, sergent, pas pour les médailles. Mais la guerre réclamait son dû. Hélice, infecté par sa blessure, fut évacué par hélicoptère Sikorsky R-4, le premier prototype à atterrir sur la plage, ses pales battant l'air comme un oiseau mécanique. Harper, promu sur le terrain, coordonnait l'avance vers Saint-Laurent-sur-Mer, où les premiers éléments de la 2e division blindée française, les hommes de Leclerc, liaient les fronts. Laurent les vit, des chars M4 Sherman avec des insignes gaullistes, leurs équipages chantant la Marseillaise étouffés par les moteurs. Un lieutenant français, un Parisien comme lui, le salua. « Bien joué, caporal, la France te doit ça. » Pourtant, les conséquences pesaient lourd. Les cartes de Laurent révélèrent un réseau de bunkers reliant Omaha à Utah Beach, permettant aux ingénieurs de poser des ponts Bailey et d'avancer les canons anti-chars M1 de 57 mm. La bataille d'Omaha, qui avait coûté 2400 vies alliées en une matinée, bascula grâce à ces actes discrets. Les panzers de la 28e division, à court de carburant, furent cloués au sol, facilitant la tête de pont qui mènerait à la libération de Paris en août. Weber, le lieutenant allemand mort dans le bunker, n'était qu'un pion. Son journal trouvé sur son corps parlait de doutes, de familles à Berlin bombardées par les B-17. L'héritage silencieux. Des semaines plus tard, dans un hôpital de campagne près de Cherbourg, Laurent reçut la croix de guerre des mains d'un officier du général de Gaulle, entouré de Duval et des survivants de la section. « Pour les 5 minutes qui ont ouvert la voie », lut le capitaine, sa voix solennelle. Mais Laurent, le soldat autrefois ignoré, fixait l'horizon vers l'est, où les canons de la première armée alliée tonnaient vers Falaise. La guerre continuait, avec ses horreurs, les massacres de Malmedy par les SS, les contre-attaques fanatiques, mais son acte avait sauvé des centaines, peut-être des milliers, en brisant la chaîne des défenses du mur de l'Atlantique. Duval, vieilli de 10 ans en une nuit, posa une main sur son épaule. « Qu'est-ce qui te pousse, Pierre ?»« La vengeance. » Laurent sourit faiblement. « L'espoir, sergent, que d'autres 5 minutes suivent. » Et tandis que les Liberty Ships chargeaient les ports libérés, emportant l'Europe vers la paix fragile, Laurent reprit son Lebel, prêt pour la prochaine ombre. La bataille était gagnée, mais la guerre, elle, n'oubliait jamais ses ignorés.